Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 5 qui s'écoule du 26 janvier au 1er février. Je me suis trompé dans l'épisode précédent que j'ai enregistré tout à l'heure, vu que j'ai pas parlé de la bonne semaine, parce que c'est maintenant, je suis censé parler de la semaine dernière, mais ça je l'ai déjà fait. Donc c'est la semaine où je me suis mis à jour sur le podcast à 100%. Que ça, j'ai pu faire un week-end tranquille sans avoir à penser à Komorebi. Là, on se met bien en enregistrant au milieu de la semaine, mercredi soir, petit enregistrement sur 3 œuvres. Ce sera déjà ça de prix. Ça va nous arranger un petit peu. Mais sinon, ouais, hormis l'enregistrement et l'escalade classiquement, il n'y a pas eu plus de choses que ça ce week-end. Enfin, cette semaine, pardon. Même plutôt calme, parce que j'ai sauté la séance du week-end d'escalade, vu que j'étais un petit peu en fatigue physique, dira-t-on. Et entre 2 semaines avec des compètes le week-end, ça fait du bien, peut-être un peu de repos. Peut-être, hein, on sait pas. Après, je dis ça, mais il y a le calendrier des Coupes du Monde officielles des pros qui est tombé. Il y a 6 étapes de bloc entre mai et genre octobre. Le truc, c'est qu'il y a 5 étapes entre mai et mi-juin. Donc 5 étapes en 7 semaines. Et ça, c'est chaud, physiquement. D'avoir 5 compètes de haut niveau au niveau mondial en 7 semaines, ça va piquer. Je suis pas sûr qu'il y en a qui fassent beaucoup de difficultés en plus du bloc, sinon ils vont se détruire physiquement. Ils s'entraînent pour, mais sacré niveau. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire en blabla. C'est un peu le souci quand j'enregistre 2 épisodes le même soir. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert la semaine dernière, ce que vous avez pensé des œuvres dont je vais parler dans cet épisode, dont je peux pas vous donner le programme parce que ben je l'ai pas entièrement. Je connais que 3 des œuvres dont je parle, donc c'est effectivement pas une bonne chose à ajouter ça. Mhm. Puis même la moyenne, je dis que c'était cool mais je peux pas le faire non plus. Mhm. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu Sanda volume 6. J'aime pas mal Sanda pour l'instant. On est en dessous largement du plaisir que j'ai pris en lisant Beastars et en lisant Bota Bota. Mais c'est quand même plutôt très bien dans la moyenne haute de ce que je lis largement. On a plein de sujets qui traitent de l'enfance et du rapport peut-être un poil excessif qu'on a à l'enfance, à ses bienfaits et à son côté rêveur. On a 2 très bons passages sur Yaguda, donc celui qui était là à la base pour tuer notre personnage principal, qui perd de vue sa mission sans s'en rendre compte, qui devient un 100% prof, qui est un très bon allié, très présent, parce que bah, c'est un peu la seule figure adulte sur laquelle peuvent se reposer nos personnages. Il va très loin pour montrer sa loyauté, en allant jusqu'à couper toute la peau qu'il y a autour de son tatouage pour le faire disparaître, ce qui n'est quand même pas un mouvement léger. Très bon personnage, j'aime beaucoup les mentors de ce genre-là, d'autant plus quand il était beaucoup plus agressif à la base. J'aime bien, j'aime bien. Mon souci, c'est qu'il est remplacé par une nouvelle tueuse qu'on découvre dans ce volume. Elle est super sévère avec tous les élèves et encore plus avec Sanda. Elle est terrifiante à beaucoup de moments par sa froideur et sa volonté de réussir sa mission dans un premier temps. Et par contre, c'est la première fois qu'on voit ça, elle est extatique du corps du vieux Père Noël. C'est le seul personnage qui a du respect premier degré et non forcé envers un vieux de tout le manga. Même si Sanda en a un peu pour sa version adulte aussi. Évidemment, il commence à s'apprécier et à fonctionner. Mon seul souci avec ce personnage, c'est que sa passion pour les corps est peut-être un poil trop démonstrative et un poil trop sexuelle. Très vite, elle dévoile son décolleté, elle fait des mimiques bizarres, elle avale une main,
Elle fait une scène bizarre aux toilettes. Je suis en «Ouh mais je veux pas spécialement lire ça quand je suis en pause le midi au boulot». Alors, je veux pas spécialement lire ça tout court, mais c'est un contexte qui ne l'est pas non plus. Je trouve ça assez gênant et pour le coup, à part être gênant, je vois pas trop ce que ça apporte en plus, au propos. D'autant plus que je trouve que ça arrive assez tôt, ces questionnements, moraux sur, la mission et sur, le corps qui l'intéresse. Parce qu'elle va très vite, avaler la seule arme qui peut blesser Sanda et bah, ne rien en faire. C'est bizarre. Je la trouve pas très bien construite et malheureusement, c'est un des gros sujets du volume. Mais le reste marche très bien. Yaguda, comme je l'ai soulevé, peut-être pas tout. Heu, le chapitre avec Sanda et les bonbons qui ressemblent en enfant, qui n'existent plus, qu'il faut recréer, ça montre, qu'ils sont bons potes, lui et son pote. Mais hormis ça, c'est un chapitre tranquille, histoire d'avoir un peu de repos, je pense. Parce que sinon, bah, en plus de cette nouvelle prof bizarre, on nous ajoute des sujets. Le sang de reine, qui peut sacrément blesser Sanda et qui est un des rares trucs qui peut le blesser. Et justement, le fait de devoir chercher son reine pour pouvoir être soigné. Je m'étais pas posé spécialement la question, mais effectivement, si le Père Noël existe et serait incarné, pourquoi est-ce que le Renne, son seul et plus puissant allié, ne se serait pas réincarné aussi? Et justement, on le découvre plus tard dans le volume, et il a l'air super intéressant. Il a un rapport à ses relations super étrange, du fait qu'il ne puisse sentir aucune douleur ou les garder longtemps, parce que ben c'est littéralement un renne qu'ils ont un humain avec des caractéristiques de renne. A contrario de Louis, qui était un cerf avec des caractéristiques d'humain. Mais ouais, ça rend le personnage très intéressant. Il est froid, en même temps il essaie de récupérer de la chaleur partout, c'est trop bizarre. À voir comment il va s'impliquer dans tout ça. Et en dehors de ça, bah, des très bonnes choses, hein. Fuyumaru, qu'on voit assez peu dans le volume, alors que c'était quand même celle qui a lancé l'intrigue, elle arrive à faire un petit peu plus son deuil, grâce à sa rivale amoureuse, pourra-t-on dire. C'est sympa, c'est bienvenu. Et même le chapitre avec le directeur, oh, c'est prenant. Ça joue dans le fait que, la remplaçante la remplaçante là, change très vite d'avis, mais il est terriblement terrifiant dans le chapitre le directeur et le visuel est super cool. J'aime bien le fait que l'autrice ait dit que ça lui est juste venu d'une histoire où elle s'est fait arracher quelques dents et que ça ait donné cette scène-là, c'est dingue, c'est trop cool visuellement. Donc ouais, plein de bonnes choses dans ce volume, avec des alliances qui se font dans tous les sens avec des personnages pas partis pour, des bons coups d'amitié, un gros potentiel pour le Rennes, mais attention au red flag avec la remplaçante, on n'est pas sorti de l'aubergine. Là pour le coup, cette modification d'expression marche très bien pour ce cas-là. Mais on est bien, ce sera un A. Ensuite, j'ai lu le 26e et dernier volume de My Home Hero. Et c'est tellement dommage. Je pense que le rythme assez lent de cette dernière partie a dû en assommer plus d'un. Du moins ceux qui avaient réussi à survivre à la très longue attaque du village de la deuxième partie. Et pourtant, moi j'ai beaucoup aimé ces deux passages. C'était très prenant et très stressant, la longue attaque du village de la deuxième partie. Et c'était très intéressant d'avoir tous les points de vue et tous les différents plans sur ce qui s'est passé pendant les 7 années d'Ellipse. Et je suis déçu par ce volume-là pour la première fois de la série. Alors que je ne suis pas spécialement fan de thriller à la base. C'est fou que le manga réussit à me tenir en haleine pendant 25 volumes et que c'est seulement sur le final qu'on soit passé à côté. On a une ouverture de volume sur un passage très mignon entre Asa et Woa, les deux enfants du village qui se sont partis dans une guerre de vengeance terrible pour eux et qui ne pouvait que mal se terminer. Donc très beau final.
mais on en reparlera. On a un duel final qui est long et tendu, mais qui n'est pas plus intéressant que ça pour les personnages. On a un blessé, un empoisonné, une énervée, un nombre de balles limité et une équipe qui se crée dans la seconde. C'est des choses cool pour créer du suspense et de l'intérêt dans le truel, mais au niveau des personnages de ce que ça raconte, c'est quand même bien limité. Alors ça prend pas mal de temps. Parce que au final, les 2 gros sujets de ce volume-là et quasiment les 2 seules choses qui sont vraiment traitées, c'est, le final du personnage de Reika qui, doit littéralement arrêter son père qui a tout fait pour la protéger depuis tout ce temps. Donc on a plein de sujets sur l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, le respect l'un envers l'autre, sur les questionnements moraux de ce que ça implique de tuer autant de monde, de fuir autant de temps, de n'avoir prévenu personne, juste pour la protéger. Et également un sujet intéressant sur l'inversion des forces. Elle s'est toujours trouvée super forte, donc jamais sentie réellement en danger, et même tellement forte qu'elle avait l'impression de protéger son père. C'est la première fois qu'elle se rend compte que c'est l'inverse et ça lui fait un sacré coup. Tout ça, c'est des sujets qui marchent bien et qui sont tout à fait dans le Mayom Hero que je connais et que j'aime bien jusqu'ici. Et pareil, la suite, c'est sur Akira, donc le deuxième enfant de ce personnage, qu'il a eu une fois qu'il a commencé à être pendant les 7 ans d'ellipse, donc une fois qu'il a été bien déjà dans cette violence, dira-t-on. Euh, Questionnement, tu vois, d'être né d'un père qui peut être jugé comme malade pour certains, du poids de grandir avec un père qui est connu pour ça, sur l'amour qu'il y a dans la famille quand même, parce que bah, c'est littéralement que de l'amour dans tous les sens, au sein de la famille, vu que la haine était dirigée envers les autres. Voilà, les deux questionnements sur les enfants, c'est le principal, vu que leur père a fait pas mal de choses. C'était intéressant. Bonne conclusion, ça marche bien pour eux. Mais j'ai deux soucis avec ce volume-là en tant que finale. Tout d'abord, j'ai pas du tout aimé. On a un chapitre avec un futur très heureux où la famille continue de s'agrandir et toute la vie se passe bien. Bah, c'est pas intéressant, ça apporte pas grand-chose. On le sait, qu'il voulait juste une famille normale et qu'il voulait juste la protéger pour que tout le monde soit heureux. On l'a vu, il a fait tout ça pour ça. C'est pas la peine de nous montrer un faux futur qui n'existe pas, comme ça d'un coup sans prévenir. Je comprends pas l'intérêt de ce chapitre-là. Et c'est d'autant plus dommage quand mon deuxième point, c'est... Alors, on a la conclusion d'Akira, on a la conclusion de Raika, et tous les autres persos, on n'a rien. Rien du tout. Peut-être qu'on aurait pu retirer ce faux chapitre pour raconter de vrais trucs, avec des vraies conclusions pour les personnages. Les seuls dont on a une nouvelle, c'est ceux dont j'en voulais pas. Ils avaient un final triste en début du volume, c'était pas la peine de leur offrir un final heureux à la fin du volume. Ils étaient construits pour être tragiques. Pourquoi est-ce qu'à la fin, ça se passe bien? Et les autres persos, qui étaient au pas de la mort, Shino, Ozawa, le flic qui les a aidés à la fin, pas de nouvelles. La mère de famille, je n'ai plus son nom, pas de nouvelles. C'est... Je sais pas quoi faire. Justement, c'était bien, parce qu'on a suivi notre personnage principal, très débrouillard, alors c'était pas du tout parti pour, parce qu'il est poussé à fond par l'amour dans tous les sens. Et il y avait plein de personnages autour, qui avaient plein d'objectifs différents, même au sein d'un même groupe. Ils étaient intéressants. Et là, le fait qu'on soit plus concentré que sur les conséquences de ce personnage-là et sur rien d'autre, c'est... Alors qu'il est bien traité, hein, le sujet des conséquences, ça y a pas de souci. Mais il m'en manque beaucoup pour un final, malheureusement. Ça gâche rien au plaisir que j'ai eu de la série. Ça laisse un petit goût d'inachevé. Pour finir la série, c'est dommage. Ce sera donc un B. Et ensuite, juste avant d'enregistrer cette partie-là, donc il y a une vingtaine de minutes, j'ai lu le volume 12 de Dan Dadan, et c'est moins mon délire que les précédents, et c'est dommage. Il y a trop de bastons pour moi dans ce volume-là. Ça a du sens, évidemment,
puisque c'est littéralement une invasion alien qu'il faut essayer de contrecarrer. Donc c'est évident qu'il va y avoir du combat dans tous les sens. Mais il n'empêche que, du coup, ça manque un peu de personnages et d'approfondissement. Et c'est pas ça qui me parle. Franchement, juste voir des combats dans tous les sens, c'est pas ce qui me fait kiffer, tu vois. Je suis pas en mode, waouh, les passes d'armes, elles sont trop belles, waouh, les dessins, ils sont trop cool. Le combat, je suis juste, allez hop, la suite, la suite, la suite, ça m'intéresse pas. C'est comme ça. C'est surtout le fait qu'il y ait pas grand chose derrière qui me perturbe, plus le fait qu'il y ait beaucoup de combats. Et du coup, on est un peu plus loin du rythme et du changement de genre qu'il y a tout le temps dans Dan 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 jusqu'ici. Alors que pourtant, j'ai noté plein de choses que j'ai beaucoup aimées. Ça, j'ai pas aimé, mais. Donc, ça, j'ai pas besoin d'en parler. Quand Okarun retrouve son corps, il est tout démotivé et tout cassé. Il a un petit message mignon de la part de Momo. Paf, il est à fond motivé d'un coup. C'est efficace, c'est simple, mais c'est des personnages, c'est vivant, c'est intéressant. On a quelques power-ups dans tous les sens pour gagner un peu plus de force. Par exemple, apprendre le pouvoir des spirales qui sont partout présentes sur Terre et qui offrent beaucoup de force en plus. Apprendre à nommer ses attaques spéciales pour leur offrir plus de personnalité et donc plus de puissance, parce que tu as plus de caractère dedans. C'est cool, ça marche bien. C'est raccord avec la série ce qu'on a vu avant. Je prends un power-up. Autre moment sympa, c'est avec Vamola qui revient, alors qu'elle a quand même été dégagée de manière bien malpropre, pour essayer d'aider Momo. Ça se passe très mal, c'est dur à voir, et ça permet au moins à Momo de comprendre que sa colère était mal placée, et surtout, ça lance un flashback qu'elle partage avec tout le monde sur l'horreur de sa vie, les guerres entre aliens, les croyances de son peuple qui n'étaient pas forcément respectées par tout le monde, les hommes, encore une fois, qui ont fait n'importe quoi, laissant juste les vieilles femmes se débrouiller toutes seules. Vamola être la seule enfant du groupe, donc recevoir beaucoup d'amour, c'est trop bien. Et surtout voir sa super maman qui l'a recueilli et qui l'a élevé littéralement sur des champs de bataille. C'est trop cool à voir. Et surtout, ça montre l'horreur et la puissance des autres aliens qui les démontent dans tous les sens. Je suis pas sûr que la fin de ce flashback soit très heureuse. Mais du coup, c'est très bien. Mon chapitre préféré du volume, et ce que j'ai le plus aimé, c'est le chapitre sur Kindaka. Ce personnage me fait trop kiffer. J'adore les personnages normaux et nuls, mais qui veulent bien faire dans les œuvres. Alors, dit que ça, c'est pas très vendeur, mais par exemple, Krillin dans Dragon Ball, ou Léolio dans Hunter x Hunter. C'est le genre de personnage que je kiffe trop, voir des efforts, alors que t'es largement en dessous de tout le reste de ton univers, tu vois. Et justement, on a plus son caractère, même un peu en silence, parce qu'il était littéralement tout seul, mais ces petites mimiques, elles le trahissent tellement sur son caractère de con. Il est prêt à mentir sur le danger qu'il a subi pour se faire mousser dans tous les sens. Là, une note pas terrible à un contrôle, il doit regarder autour, si quelqu'un a une note au-dessus de lui, il ignore, si quelqu'un a une note en dessous de lui de 2 points, il est en mode gros naze. Il fait des remarques sur comment bien jouer au foot alors qu'il est horrible. Euh, il est jaloux de tout le monde, il est seul, il est trop triste. Son caractère marche trop bien. Il se sent abandonné et inutile dans tous les sens, alors qu'il est persuadé et veut le prouver à tout le monde qu'il est utile. C'était vraiment mon passage préféré du... Mais le reste était un poil trop long et un poil trop vide pour moi, ça sera donc... Ensuite, j'ai lu le volume 13 de Dan Dadan. On a d'abord le droit à la fin du flashback de Vamola. C'était un bon moment, le flashback est très intéressant, il est très touchant, il est très dur, et on a enfin Vamola qui devient un vrai personnage. Jusqu'ici, elle était attachante par ses mimiques et par les questions que les autres se posaient sur elle, mais par elle-même, elle n'avait pas grand-chose vu qu'on comprenait par son langage, ce qui n'aidait pas. Et là, avoir toute son histoire qui est très bien menée, avec une famille trouvée sur les champs de bataille qui est évidente, mais qui n'est soulevée avec des mots qu'à la dernière seconde. C'est très touchant et très déchirant. Et en plus de ça, on a pas mal de sujets sur la présentation de différentes races d'aliens, sur le pouvoir des croyances, qui n'arrivent pas forcément, mais que tu peux utiliser pour te faciliter la tâche.
Genre, tu besoin de libérer ton peuple et de le motiver alors qu'il est pas terrible. Tu peux te servir de tes croyances pour le pousser un peu plus loin, ça marche bien. Mais ouais, ce côté croyance, ce côté, amour dévoilé au dernier moment quand tout est un peu perdu et le côté, seul espoir de ce peuple qui est quand même bien naze à la base, notamment du côté des Ohms, ça marche très bien. Je prends, très bon flashback, c'est très intéressant. Bravo Vamola. Tu es une des rares réussites à 100% de cet arc. Il y en a que 2 que dans cet arc que j'ai vraiment été capté tout du long, parce que le reste, beh, c'est beaucoup de combats. On a le Serpo qui les accompagne, qui se sacrifie. C'est une belle évolution de personnage qu'il a eu le droit en 3 volumes. Parce qu'à la base, il partait vraiment pas pour ça, et il fait un beau sacrifice là, qui est pertinent dans le duo qu'il a fait avec Momo, c'est cool. Et le flashback était intéressant pour nous, et il a motivé absolument tout le monde. Donc, entre cette motivation et la technique des spirales apportées par Okarun, pardon, tous les combats difficiles qu'on avait jusque-là se sont terminés par des victoires évidentes et pas intéressantes, malheureusement. Le combat que j'ai trouvé le plus pertinent, finalement, c'était celui de l'Alien Ski. Je sais pas comment ça se prononce. Ski. Et son combat dans l'eau. Parce qu'il y avait une petite variation, il n'y avait pas le pouvoir des spirales, c'est juste de la puissance pure et dure, et de l'utilisation de son propre domaine et de la confiance de l'adversaire. C'était rapide, mais c'était le plus efficace. Et au final, l'invasion ne s'arrête jamais, il y a un sacré nombre d'aliens face à tout le monde, et on a encore une fois une double page très marquante. Franchement, l'auteur de Dan Dadan sait faire de sacrées doubles pages. La dernière fois, c'était avec la double page dramatique. Là, c'est une double page très stylée et très énervée, avec l'équipe entière, bien défoncée, mais toujours motivée à fracasser tout le monde pour protéger Vamola. Mais globalement, ce volume-là, comme le reste de l'arc, est un peu moins efficace. Je sais pas si Dan Dadan n'est pas plus efficace en ayant plein d'idées dans un seul volume et en bougeant plus sur ses personnages qu'en ayant un long arc avec autant de combats. Enfin, je dis je sais pas. Pour moi, c'est évident la réponse. Mais grâce au flashback de Vamola et à la double page finale qui est quand même bien classe, on a quand même. Et ensuite, j'ai lu le volume 14 de Dan Dadan et on a enfin la conclusion de cet arc que je prends volontiers, mais qui malheureusement se rate un chouille pour moi. J'ai un peu envie de dire tout ça pour ça. Je suis nul en musique, mais c'est la chanson Spider-Z là, je sais pas si vous l'avez, mais. Ouais, la musique dans la peau là. Bah, en fait, tout le monde a eu le droit à un power-up dans l'arc, à plusieurs. Power-up des spirales, power-up des non-coups spéciaux, power-up de motivation lié à Vamola. Et du coup, une fois que c'est passé et qu'il y en a qu'un seul qui est vraiment lié au personnage, eh ben, les combats sont faciles et tout le monde gagne plutôt facilement. Okarun, par exemple, a un sacré niveau et défonce tout le monde avec son nouveau pouvoir de spirale électrique là. Malgré ça, il y a un combat qui reste intéressant, celui avec le mec qui aspire des bouts d'espace, parce que le seul plan trouvé pour l'affronter, pardon, nécessite une action super dangereuse qui fait peur aux personnages. Et vu que c'est des personnages qui sont très mignons et très touchants dès qu'ils sont ensemble, les voir être séparés d'un coup comme ça, et avoir peur l'un pour l'autre, ça marche bien. Ensuite, petit moment avec mes 2 coups de cœur de l'arc. Vamola perd le contrôle de son armure, qui redevient un kaiju géant encore plus dangereux qu'avant. Et on a l'arrivée de Sakata. C'est hilarant. Pourquoi je l'appelle Sakata? Il s'appelle Kindaka. Kindaka, qui est hilarant. Il arrive tout fier de lui en mode pro-chevalier. Et tout le monde lui dit de dégager, qu'il a mal fait de faire ça, qu'il est revenu avec le message et tout, c'est un énorme con. Ok, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. C'est hilarant. J'adore ce personnage. Il est très drôle. Il offre un combat sacrément con de kaiju encore plus poussé que le précédent, avec littéralement un combat de tour de Tokyo. C'est hilarant comme idée.
Et surtout, ben, c'est lui qui se développe le plus, celui qui a le plus de retard évidemment, mais c'est celui qui est le plus intéressant. Parce que, ben, même quand il est giga dans la merde et qu'il peut mourir à tout moment, il continue de se donner parce que c'est seul truc réussi de sa vie. Les robots, les femmes, c'est ce qu'il aime, il est enfin en contact, donc il peut pas abandonner. Mon souci là-dedans, c'est que ça casse un peu le truc subtil qu'il avait fait dans le volume, il y a 2 volumes, où ça présentait son caractère avec le foot et les notes que j'avais soulevées qui étaient trop bien fait. Et là, il l'explicite. C'est dommage. Pas besoin de l'expliciter, c'était clair. Le personnage était évident, mais ça reste le meilleur perso. Et malheureusement, la conclusion de l'arc me plaît pas. Parce qu'en plus des aliens, il y avait une autre menace qui planait depuis le début de l'arc. Et celle-ci annihile les aliens, parce qu'il la dérange un peu dans sa poursuite de Momo. Puis elle abandonne sa poursuite face au pouvoir de l'amour qu'elle a face à elle. C'est très simple. C'est trop simple. C'est un peu dommage d'avoir mis autant de difficultés en face des personnages et de les faire traîner autant de tomes pour que ça se termine comme ça. Derrière, petit passage mignon, avec une déclaration d'amour qui a été faite à demi-mot à distance et qui, en face, fait traîner. J'aime bien leur relation. Va pas falloir que ça dure un milliard de tomes non plus, cet entre-deux bizarre. Mais pour un shonen, ça avance déjà pas mal vite. Et sinon, ça avance pas, en règle générale. Donc je prends quand même. Et ça nous tease la suite avec un nouvel ennemi dont on ne sait pas grand-chose, mais que Mémé Turbo a l'air de détester au plus haut point. Donc si elle le déteste et a l'air d'en avoir un peu peur, ça peut être un peu cool. Mais au global, je suis pas très pris dans l'arc. Autour de Vamola, la confiance que l'on fait, son histoire et tout ça, ça marche bien. Autour de Kindaka, son caractère de merde et son évolution, ça marche bien. Le reste, c'est surtout beaucoup de justifications pour avoir des power-up pas bien mérités. Et une conclusion très facile malheureusement qui annihile un peu les menaces très intéressantes qu'il y avait jusqu'ici. Ça reste au-dessus de pas mal de choses, mais c'est décevant comme arc au global, je trouve. Je trouve. Et là, on est à jour maintenant avec le moment où j'ai commencé, vu que j'ai commencé dans le volume 15 à lire sur Manga Plus. Mais pour celui-là, ça sera un B. Ensuite, j'ai lu le volume 29 de Tales of Demons and Gods, Todag de son prénom. Ça a fait plaisir d'avoir environ un mois de pause depuis le gros rush de je ne sais combien de tomes que j'ai fait précédemment. Ça a rendu la lecture de celui-ci un peu plus appréciable, parce qu'au final, il n'y a pas énormément de trucs bien dedans, et on n'est quand même pas sur la pire note possible. Donc c'est pas trop mal. On retrouve notre petite bande dans une tour constamment en feu qu'ils doivent gravir le plus haut possible afin de s'entraîner, de récupérer des pouvoirs et tout ça, afin que les maîtres du monde souterrain dans lesquels ils sont actuellement les prennent comme élèves. Ils étaient face à un Killin enchaîné, ils le capturent pour le mettre dans un de ses potes, c'était pas très intéressant. Ils se font tous les deux des petits coups de pute pour essayer de se capturer l'un l'autre. Et très vite, on se débarrasse de tous les potes de Nili, parce qu'ils n'ont pas le niveau pour monter un étage de plus, et que c'est le seul à pouvoir le faire. Ses potes, c'est pas les personnages les plus intéressants du monde, mais ils sont infiniment plus que Nili, qu'on a marre de voir partout et tout seul tout le temps. Donc là, c'est un problème, qu'il soit encore le seul à monter. Il faut bien, hein, évidemment, que le groupe soit trié un peu par puissance ou quoi ou qu'est-ce. Mais bon, bah, pour ce qu'il y a après, c'était pas nécessaire de séparer tout le monde. Parce que dans les gens qui font le test, il y a le seigneur démon également, ce qui est un ennemi plutôt puissant. Il affronte Nili, sans raison, juste pour le tester pour le plaisir. Nili perd, c'est une des rares fois où ça arrive depuis le début du manga. Ça n'a aucune conséquence, parce que le seigneur démon était juste en train de s'amuser et de tester. C'est pas plus passionnant. On suit une discussion entre le maître du monde souterrain et un
esprit, ou je sais plus quoi, qui le menace un peu sur le fait que on lui a pas éclaté la gueule et qu'on l'a laissé être un peu tranquille juste parce que comme ça il y a la paix, mais qu'à tout moment ça pourrait exploser. Est-ce que ça servira? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est beaucoup trop? Oui, tout à la fois. On a un long passage sur l'œuf de Nili qui éclot enfin. On a un petit oiseau tout mignon. Le souci, c'est qu'il va faire que grossir petit à petit en mangeant l'énergie magique qu'il y a tout autour. Ce qui va pouvoir causer pas mal de soucis, mais Nili va réussir à le gérer et gagner encore un power-up abusé. Parce que là, niveau familier qui le suit, il a un gros ancien de son village sous forme d'oiseau, il a une déesse du feu sous forme de petite familier qui l'accompagne, aïe. Il a un oiseau qui peut manger absolument toute l'énergie qui croise dans le monde. C'est peut-être beaucoup. Mais ce n'est pas fini, puisqu'à l'étage supérieur, il médite pour essayer d'assembler ensemble tous ses esprits. Il y en a un autre qui attendait dans le coin pour rentrer dans un corps. Et il y a une bataille d'esprits dans celui de Yuyan, donc la déesse de feu qui l'accompagne. Bon, Nili, il a rien le temps de faire. Et Yuyan s'en sort tout seul parce qu'il a une sacrée force de vie. Et fusionne avec l'esprit. Donc, bah, encore un power-up. Peut-être une petite modification de caractère, mais c'est même pas encore sûr. Voilà. Et après, tout le monde est rassemblé. Et les maîtres se répartissent les différents mecs qui ont bien avancé dans la tour. Il y a des trucs hein, dans le volume, ça a un peu avancé. Il y a un peu de difficulté pour Nili, même si ça n'a aucune conséquence. Il y a encore beaucoup de power-up. Hein. Le Killin qui rentre officiellement dans son pote. L'oiseau hyper balèze qui a pas l'air dangereux pour Nili. Yuyan qui récupère du pouvoir avec un esprit qui l'attaque mais qu'elle fusionne avec. Le problème, c'est que même s'il y a un peu de difficulté, il y a un peu plus de choses qui se passent, on n'a toujours pas de personnage, donc ça reste très plat. Mais comme ça faisait un petit mois qu'on avait été laissé tranquille, et qu'en plus je n'ai plus aucune attente pour le manga, on est sur un joli C quand même. C'est pas mal. Enfin, j'ai lu le volume 15 de Dan Dadan. On est sorti de l'arc des aliens globalistes, pardon, pas globalistes, ils étaient en train de rien avaler. Qui est celui qui nous a occupé un bon moment de ces 2 dernières semaines, et qui n'est certainement pas mon préféré de l'œuvre. Il a plein de passages très réussis, il a pas assez de personnages réussis, vu qu'il y a que Vamola et Kindaka. C'est un peu le souci de Dan Dadan, il y a beaucoup de personnages et beaucoup de trucs qui se passent, mais bah, c'est dur de garder tout le monde pertinent et utile tout le temps. Et bah justement, là, c'est le cas ici. Il y a littéralement que Momo, Okarun et un nouveau personnage dans ce volume-là. Et les trois sont super intéressants et le volume est très bien. C'est avec les chapitres de ce volume-là que j'ai commencé à lire le manga à sa sortie en français sur Manga Plus. Puisque c'était au troisième chapitre de l'œuvre, quand ils sont en train de créer leur club d'occulte tous ensemble, dans le fond de l'école. C'est à partir de là que j'ai commencé. Donc ouais, petit club pour être au calme. Apparition d'un nouveau mystère avec le fameux comte de Saint-Germain qui nous a été teasé dans le volume précédent, qui devient prof dans l'école, qui a l'air d'avoir un caractère plutôt sympathique dans ce qu'il montre, mais qui est super mystérieux parce que personne ne le connaît. Mais il a un peu joué avec les mémoires des gens pour que ce soit normal, plus ou moins, qu'il soit dans le parage. Mystère pour la suite, on prend. On prend également la relation entre Momo et Okarun, qui est assez bloquée, parce qu'il y en a un qui a dévoilé ses sentiments à Vamola et qui a du mal à y faire face, et l'autre qui a dévoilé ses sentiments par écrit et qui n'a pas spécialement de retour et n'ose pas aborder le sujet. C'est compliqué, ça avance, mais là c'est le gros passage à débloquer pour qu'on soit sur une grosse étape. Et ensuite, on lance enfin la deuxième partie de cette recherche de boules en découvrant des sujets occultes autour de la déléguée dont on nous a parlé plusieurs fois précédemment. Celle-ci est sacrément timide,
elle est sacrément fan de vampires, donc elle est très liée à ces sujets-là et rentre facilement dedans. On découvre son histoire et pourquoi est-ce qu'elle a un bébé sur son dos qui grossit de plus en plus lié à sa culpabilité. Son histoire est très touchante, parce que c'est quelque chose sur lequel elle avait aucun impact et aucun poids, et pourtant, bah, elle en paye le prix là, quasiment 10 ans après. 10 ans où elle est traumatisée et n'ose plus rien faire. Parce que ouais, elle était passionnée de chant, avait un sacré niveau, se dévoilait spécialement là-dedans. Après avoir beaucoup sacrifié pour sa famille, elle avait enfin eu le droit d'y penser un peu. Mais au moment où elle y pense enfin et où elle a enfin une amie pour ça, et ben paf, un drame du côté de son amie. Elle se sent coupable, elle arrive plus à chanter. C'est un gros sujet, ça marche bien, c'est touchant. Bien joué les flashbacks et les personnages de ce manga. Et derrière, ben un combat débile à la Dan Dadan, hein. Un petit chariot de festival avec un groupe de rock dessus, tiré à fond par Okarun et poursuivi littéralement par une école possédée. Voilà, c'est stupide visuellement, ça marche bien, et surtout, il y a un côté perso très important, parce que le but c'est de faire parler la déléguée pour qu'elle puisse bah, enfin mettre le poids sur ce qui lui pose problème depuis tout ce temps, que son ami aussi, que ça les allège tous les deux, et les faire aller mieux, tu vois, même si ça passe par une confrontation et une acceptation de la vérité qui est pas toujours facile, quand même vachement mieux d'en parler et de se libérer de ça que de garder ça enfermé en soi et être bloqué dans tous les sens. Donc très bon tome. On a une grosse avancée pour le plan global, une piste pour la deuxième boule, un nouveau personnage qui arrive qui est bien introduit, un combat à la con, la relation amoureuse qui est toujours bloquée mais de la bonne façon. Ça marche bien, c'est un bon moment. Et voilà qui conclut enfin notre épisode numéro 5 de cette année 2026. C'est cool, je suis dans mon rythme, j'ai fini d'enregistrer ça dimanche soir à 17h30. Il y a toujours eu que 7 mangas et rien d'autre. Peut-être qu'un jour j'arriverai à nouveau à regarder des films, des séries et à terminer des jeux. On verra bien. Et avancer aussi sur le roman que je lis depuis. Je me suis toujours pas motivé à faire des lives. J'ai la possibilité technique, je vais tester. J'ai énormément la possibilité du timing, vu que Komorebi est mieux rythmé côté podcast. À voir quand ça se fera, il y a toujours l'envie. La motivation directe, un peu moins. Advienne que pourra, hein, comme on dit, comme disaient les jeunes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, abonnement, pouce bleu, vous connaissez, vous êtes sur internet depuis un petit moment, évidemment. On se revoit dimanche 8 février, 15h pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt!